commencer. Bonjour, bienvenue pour cette pêche qui est consacrée donc aujourd'hui à la présentation du guide technique SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse pour l'élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion sédimentaire. Donc, je suis Evelyne Montagnon, je suis chargée de mission à l'ARA et je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui pour cette matinée de partage d'expériences et d'échanges en compagnie de Jean-René Malavoie, qui est expert en hydromorphologie fluviale à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Euh, Avant de commencer, je vous rappelle quelques petites règles pour que cette vidéo se déroule au mieux. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, on va vous demander de vous renommer, s'il vous plaît, au petit onglet participants. En faisant un clic droit sur votre nom, vous avez accès pour noter votre prénom, votre nom et puis votre structure. Ensuite, comme pour les autres événements de l'ARA, l'objectif, c'est de vous permettre d'échanger au maximum et donc de poser vos questions et de faire part de vos retours d'expérience. Jean-René Malavoie, il vous propose de poser vos questions au fil de l'eau. Et pour cela, on vous invite à les poser dans l'onglet du chat et toutes les 4-5 questions, je les relayerai à Jean-René. À la fin de la séance, il sera également certainement possible de les poser directement en levant la main et vous pourrez vous adresser à lui s'il nous reste encore du temps. Voilà, donc il est maintenant temps de laisser la parole à Jean-René Malavoie. Je vous souhaite un bon moment. Voilà, Jean-René, je te laisse la main. Le partage d'écran. Ok, ok. Voilà. Est-ce que vous avez la présentation à l'écran? Ouais, ta présentation, il faudrait que tu la mettes en plein écran ou que tu mettes le diaporama en route. Voilà, c'est parfait. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais vous présenter ce matin le projet de guide parce qu'il est encore, on l'a présenté au comité de bassin en session plénière la semaine dernière, donc il y a encore quelques relectures. Mais qui vont pas changer grand-chose. Donc, je ne sais pas si, Evelyne, tu as fait passer le PDF là, de l'état d'avancement, mais de toute façon, il ne devrait pas y avoir de gros changements avant la version définitive. Euh, Je le ferai passer à la suite, hein, à la suite de cette présentation. Ok, donc voilà, le guide a été élaboré pour permettre une mise en œuvre opérationnelle d'un certain nombre d'orientations et de dispositions du SDAGE, notamment la disposition 6A07 qui consiste à mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments à l'échelle de bassins versants qui le nécessitent. Alors, dans les cartes du SDAGE, il y a un certain nombre de bassins qui ont été déjà présélectionnés, qui ont des problématiques de dysfonctionnement sédimentaire et sur lesquels il va falloir réaliser des plans de gestion. Et ce sont les structures GEMAPiennes qui sont visées pour élaborer, donc les techniciens et les élus, qui sont les destinataires principaux de ce guide technique du SDAGE. Donc, les auteurs, c'est moi-même, Fred Liébaud et Hervé Piéguet, donc chercheurs à l'INRA et au CNRS, Nathalie Sureau-Blanchet qui s'est occupée de toute la partie sur la concertation et les relations sociales autour de la thématique sédimentaire, et Benoît Terrier de l'Agence de l'eau. Et puis, nous avons bénéficié des avis et des conseils d'un comité technique avec un certain nombre d'administrations, de bureaux d'études, la Fédération de pêche. On a aussi EDF qui a participé parce qu'ils sont assez concernés par cette thématique. Et puis, des représentants techniques de syndicats de bassins versants et des universités et laboratoires de recherche. Donc, très rapidement, ce guide se présente sous forme de 4 parties, dont 3 grosses parties, la 1, la 3 et la 4. La 2, c'est juste une partie un petit peu intermédiaire entre les bases conceptuelles, qui est vraiment la partie bibliographique sur l'état de l'art, en fait, concernant le transport solide en rivière et ses problématiques. Et la phase, donc le chapitre 3, qui est la mise en œuvre des étapes du logigramme que je vais vous présenter rapidement. Et puis, on a un chapitre assez important sur l'organisation de la conduite du projet, parce qu'on s'est rendu compte quand même au fil des années qu'il était important dès le départ d'avoir une bonne conduite du projet, notamment parce qu'on a pas mal de phases de concertation et de validation. Et on propose dans cette partie 4 des méthodologies pour les encadrer. Donc, désolé pour ceux qui connaissent déjà par cœur ce que je vais présenter
ici dans cette première partie de la présentation qui correspond au premier chapitre en fait du guide sur les connaissances scientifiques. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui étaient déjà présents à une présentation sur le transport solide organisée par l'ARA il y a quelques mois. Mais bon, ça me paraissait intéressant pour les autres, en tout cas, de repartir sur trois points clés qui guident finalement un petit peu la démarche du guide. C'est que, un, on a une dichotomie entre la charge grossière et la charge fine. Quand on parle de sédiments et de gestion sédimentaire, ben, on ne parle pas de la même chose quand on parle des gros cailloux et des limons. On a un point important aussi qui est que les rivières sont en équilibre dynamique. J'y reviendrai quelques secondes. Et puis le troisième point, et c'est ce qui fait que ce guide est un des guides d'usage qui vise le bon état écologique, c'est qu'il y a un fonctionnement écologique très très fortement dans des rivières, très fortement lié aux substrats alluviaux et en particulier aux substrats alluviaux grossiers. Alors là aussi, pour ceux qui connaissent, on parle de dichotomie généralement charge grossière, charge fine. Qui ne pose pas que des problèmes de transport solide. On n'a pas les mêmes équations pour les représenter, ces types de transport solide, mais aussi on n'a pas les mêmes habitats correspondant à ces différentes phases granulométriques. La physico-chimie est différente et la réglementation aussi. Alors avec au milieu, donc on a les fines, on a les grossiers, et finalement on s'est rendu compte aussi qu'il y avait au milieu de tout ça des sables qui sont à moitié transportés sous forme de suspension quand ils sont assez fins, et puis qui sont transportés en charriage quand ils sont grossiers. Donc il y a une question, il y a une, comment dirais-je, une fraction granulométrique supplémentaire qui vient finalement créer une trichotomie charge grossière, fine, sable. On y reviendra puisqu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs de gestion en fonction de ces trois classes granulométriques. Donc l'objet principal du guide, c'est de travailler sur le grossier et les sables. On ne parlera pas du tout dans ce guide de la gestion des fines. Ou alors très très occasionnellement quand on va parler de colmatage par exemple ou de thématiques de ce type-là, mais il ne s'agit pas d'un guide de gestion sédimentaire des sédiments fins. Donc le deuxième point, donc le premier point c'était cette trichotomie fin, sable et grossier. Le deuxième point majeur, c'est que les rivières sont en équilibre dynamique entre leur charge grossière notamment, donc caractérisée par un volume et une granulométrie, et la puissance du cours d'eau qui est en gros un produit de la pente et du débit. Donc, vous avez vu 1000 fois ce type de schéma. En fait, l'équilibre statique avec l'aiguille de la balance qui est au milieu des phénomènes d'érosion et de dépôt, ça n'existe pas, ou alors à échelle de quelques secondes. La plupart du temps, on a des phénomènes d'érosion ou de dépôt en fonction de la quantité de sédiments ou de la granulométrie des sédiments et de la quantité d'eau ou de la puissance du cours d'eau de l'autre côté qui évolue régulièrement à l'échelle de l'année, par exemple, avec des phénomènes de crue qui vont avoir plutôt tendance à transporter plus de sédiments, et puis des phénomènes d'étiage où il ne se passe pas grand-chose. Donc, une vraie rivière en bon état, elle passe son temps à éroder et à déposer. Là où on commence à s'inquiéter, c'est quand on a des phénomènes de surérosion manifestes qu'on peut appréhender par des métriques adaptées, ou des phénomènes de surdépôt qui peuvent aussi poser des problèmes de fonctionnement et poser des problèmes aux différents usages autour des cours d'eau. Alors, quelques éléments sur les sources de charges solides grossières. Il y a tout un sous-chapitre de la première partie sur les connaissances qui refait un point là-dessus. Donc, on a des apports externes et des apports internes. Et au sein des apports externes, on a des apports primaires qui sont finalement les apports directs de versants, de talus, d'éboulis, etc. Et les apports secondaires qui sont les apports amenés à un cours d'eau par un plus petit cours d'eau qui lui-même aura reçu des apports primaires. Ensuite, on a des apports internes qui sont constitués du stock en lit majeur qui se propage d'amont en aval au fil des crues. Donc, c'est un stock qui est présent dans les cours d'eau. Pour certains cours d'eau, c'est le seul stock qui va être disponible pour les prochaines décennies, puisqu'il n'y a plus d'apports externes. Donc, on n'a plus que ces apports du stock en lit mineur qui, au fur et à mesure qu'ils vont descendre vers l'aval, vont disparaître de l'amont. Donc, ça, c'est une problématique qu'on rencontre assez souvent. Et puis, on a un stock qu'on appelle aussi interne, qui est constitué par des
des kilomètres carrés de dépôts sédimentaires qui se sont produits au cours du Quaternaire et notamment à la fin de la dernière glaciation et qui créent aujourd'hui des terrasses. Et ce sont ces terrasses que les rivières vont éroder et par leur érosion, eh bien, ça va permettre une réinjection de ce stock au fur et à mesure, là aussi, des crues et qui vont permettre d'équilibrer plus ou moins longtemps, puisque ce stock est fini à notre échelle de temps, la balance de Lane, la balance de l'équilibre sédimentaire. Juste pour information, sur la rivière d'Ain, sur laquelle j'ai pas mal travaillé, il y a 7 ou 8 zones d'érosion sur la basse vallée de d'Ain. Chacune d'entre elles fournit 4 à 6 fois plus de charges grossières que le principal affluent de l'Ain aval, qui est l'Albarine. Donc on conçoit bien que cette source interne par érosion latérale peut être au moins aussi forte, voire bien plus importante que les sources provenant d'affluents. Donc ça, c'est un point aussi qui est très important par rapport aux différentes actions qu'on peut envisager pour maintenir ou pour accélérer ou restaurer ces processus d'érosion latérale afin de réinjecter une certaine quantité d'alluvions dans le circuit sédimentaire. Alors là, on avait les sources, on a aussi les puits, qui sont les zones de stockage de la charge alluviale en transit. Alors, on a hésité dans le guide avec mes collègues scientifiques à parler de zones de stockage et distinguer les zones de stockage des puits, les puits étant plus définitifs que les zones de stockage comme celles que l'on voit à l'écran, où on a un stockage temporaire, par exemple sous forme de bancs alluviaux, donc les sédiments vont s'y stocker un certain temps, au fur et à mesure que l'érosion va se propager sur la rive concave opposée, et puis seront remaniés dans 10, 15, 20 ans par une érosion qui proviendra de l'amont. On a aussi des stockages dans des zones d'élargissement. Donc là, on aurait pu parler de zones de stockage temporaire, et puis on aurait pu parler, alors j'ai pas mis l'exemple parce que j'en parlerai après, des puits définitifs qui peuvent être notamment des grands barrages capacitifs qui ne laissent plus passer aucun sédiment. Donc là, on parle vraiment de puits, mais on a considéré, dans la littérature, on trouve souvent source, stockage et puits. Là, on a considéré uniquement source et puits, et dans les puits, on a des stockages, des puits plus ou moins temporaires. Donc vous verrez dans le chapitre correspondant la proposition de terminologie. Le troisième point important et qui est l'objet de ce guide, finalement, ce guide SDAGE a vocation d'atteindre, de préserver ou de restaurer le bon état des cours d'eau, c'est que le fonctionnement écologique est très lié aux substrats alluviaux, notamment grossiers. Donc voici des exemples de substrats alluviaux grossiers dans lesquels on constate la présence de certaines biocénoses, en fait, des invertébrés, des bivalves, des poissons. Je vais faire un petit zoom particulier sur un type d'alluvion qui est souvent, qui est souvent déficitaire dans les cours d'eau pour diverses raisons. Et ce sont des alluvions de taille moyenne qui sont des surfaces favorables pour la reproduction des poissons dits lithophiles, notamment les salmonidés, mais pas que. Les barbos se reproduisent aussi dans des graviers et des cailloux. Et on a souvent constaté qu'il existait un déficit de ces fractions de granulométrie qu'on appelle les surfaces de granulométrie favorables. Et ces SGF vont être un petit peu le fil conducteur de la présentation d'aujourd'hui. Et c'est aussi cette SGF qu'on retrouve dans plusieurs exemples du guide. Alors, on a aussi des éléments des biocénoses qui s'intéressent, qui sont des éléments non aquatiques, comme les oiseaux, qui ont besoin aussi, qui sont inféodés à des fractions granulométriques grossières sur les bancs alluviaux, donc les oiseaux et les insectes. Donc, ce n'est pas uniquement les poissons et les invertébrés qui ont besoin d'une certaine quantité et qualité d'alluvions grossières. On a aussi constaté depuis des décennies que la présence d'alluvions au fond d'un cours d'eau pouvait avoir des effets positifs, notamment en termes d'auto-épuration, par une sorte de filtration à travers de l'eau qui traverse ces zones alluviales, qu'on appelle les zones hyporéiques. Et on a aussi une régulation thermique qui est assez marquée. On le voit notamment sur la figure de droite, où en noir, on a les variations de température sur une rivière qui présente un substrat alluvial avec une certaine épaisseur, et en grisé, des variations de température sur la même rivière, mais sur un tronçon qui ne présente quasiment plus d'alluvions et qui coule sur un substrat rocheux. Donc on voit bien qu'on a une régulation qui est beaucoup plus forte lorsqu'on a une présence d'alluvions. Et sur les photos en bas à gauche, donc, qui m'ont été fournies par Hervé Piéguet, on a aussi constaté des différences de température assez marquées
En aval des zones alluviales, on voit par exemple que dans le cours d'eau principal, c'est sur l'Ain, on a 25 degrés en plein été, alors qu'on a 22 à la sortie d'un banc alluvial, après que l'eau ait traversé une certaine épaisseur d'alluvion située sur le banc, le banc latéral. Alors, est-ce qu'il y a à ce stade des questions, Evelyne? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Très bien, parfait. Donc, ces processus que l'on vient d'évoquer et leur, comment dirais-je, leur résultante sous forme de dysfonctionnement des formes sédimentaires sont très fortement altérés aujourd'hui dans la plupart des cours d'eau métropolitains, mais ailleurs dans le monde, hein, c'est un petit peu une généralité, avec un problème majeur qui est identifié là aussi un petit peu partout, c'est qu'il y a un déficit aujourd'hui d'apports solides grossiers, aussi bien externes qu'internes. Alors, on a à la fois constaté une réduction des apports externes primaires, c'est-à-dire que depuis à peu près un siècle et demi, à la fois sous l'effet de facteurs naturels comme la fin du quittage glaciaire, mais aussi sous l'effet de facteurs anthropiques, les versants se sont très fortement végétalisés. Or, ces versants, lorsqu'ils étaient dévégétalisés, eh bien, produisaient une certaine quantité de sédiments, une partie même importante des sédiments qui circulaient dans les cours d'eau à cette époque. Et aujourd'hui, ces sédiments ne sont plus érodés à l'échelle des bassins, à l'échelle primaire, parce qu'on a une végétation qui s'est fortement développée, donc sous l'effet de la déprise agro-pastorale et sous l'effet d'une stabilisation volontariste par les services de restauration des terrains en montagne dès le milieu du 19e. Alors, c'est très généralisé. On trouve ça dans tous les massifs en France, hein, en particulier le massif central où il n'y a quasiment plus aucune zone de production primaire. Un peu moins, enfin, on a encore quelques zones de production primaire dans les Pyrénées et il en reste heureusement quelques-unes encore dans les Alpes. Mais globalement, on a une forte stabilisation des apports primaires, une forte réduction des apports primaires par végétalisation de ces versants. On a aussi eu enfin, ces mêmes services de restauration des terrains en montagne ont construit de très très nombreux ouvrages de piégeage des sédiments sur les hauts bassins pour éviter leur arrivée dans les traversées de villages, etc. Donc ça a assez bien fonctionné, mais ça s'est traduit aussi par un déficit sédimentaire, même si aujourd'hui la plupart de ces ouvrages sont pleins. Pendant des décennies, le temps qu'ils se remplissent, ils ont piégé les sédiments grossiers à leur aval avec des processus d'incision associés. Alors, on a aussi constaté en plus d'une réduction des apports externes, une forte réduction des apports internes, notamment sous l'effet de 40 années à peu près, donc depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 80, 90, 40 ans d'extraction massive de granulats, qui, selon moi, est l'altération la plus grave du transport solide grossier que l'on peut constater en Europe et dans tous les pays industrialisés, et pas seulement, on observe ça aussi en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie. On a eu des extractions extrêmement massives pour la construction d'infrastructures routières, ferroviaires, pour la construction de bâtiments, etc. Donc, on a une image sur une petite extraction classique, ça c'est sur les bords du Tarn dans les années 70-75, et puis des dragues sur le Doubs aval, donc des dragues flottantes qui extrayaient en permanence, quasiment H24, les sédiments grossiers à certains endroits sous forme de concessions dans le domaine public fluvial. On a aussi depuis plusieurs décennies des ouvrages qui piègent tout ou partie de la charge alluviale grossière. Alors la charge fine généralement passe pour partie, et là on a des exemples de petits ouvrages qui potentiellement peuvent être relativement transparents. Mais j'ai vu qu'il y avait mes petits camarades d'EDF, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais malgré tout, on a un certain nombre d'ouvrages qui piègent très très fortement, en tout cas qui retardent les processus de transit vers l'aval d'une grosse partie de la charge alluviale grossière. Alors, on a aussi des phénomènes, enfin des actions de curage et de dragage qui se différencient des extractions dans le sens où leur vocation n'était pas extractive et financière. C'est généralement pour entretenir les cours d'eau. Alors, soit pour entretenir une certaine section d'écoulement et pour éviter des débordements trop fréquents, comme sur la photo en haut à gauche, où on a des curages avec des matériaux qui sont extraits et qui sont soit revendus, donc c'est quasiment des extractions, soit soit déposés sur des chemins creux ou des zones comme ça pour remblayer des ornières, etc. Ou alors, comme en bas à droite, vous avez des ouvrages de dragage flottants qui peuvent permettre de garantir une profondeur suffisante pour la navigation.
Mais là aussi, lorsque ces alluvions curées ou draguées sont extraits, eh bien, on se retrouve avec un phénomène de déficit sédimentaire en aval. Et puis, on a aussi eu des extractions de granulats en lit majeur, donc qui vont gréver aussi la possibilité finalement de recharge alluviale du stock interne en terrasse, puisque les terrasses n'existent plus et à la place, on a des trous, on a du vide. Et donc, on a pas mal d'endroits où après 20 ou 30 ans d'extraction en lit mineur, comme sur la Moselle en haut à gauche, on est passé à des extractions en lit majeur dans les terrasses qui présentent des caractéristiques granulométriques assez intéressantes aussi pour les extracteurs. Et le gros souci, indépendamment du fait que l'on n'a plus de possibilité de recharge alluviale par érosion du stock en terrasse, on a aussi certaines gravières qui capturent les cours d'eau, comme ici la photo en bas à droite sur les bords de la Dore, où on a un delta qui s'est formé suite à une brèche dans la digue qui protégeait la gravière. Eh bien, pendant tout le temps où cette gravière va se remplir, on aura le même déficit sédimentaire en aval, finalement, que celui qu'on avait à l'époque où les extractions se faisaient directement en lit mineur. On a aussi des protections de berges qui viennent empêcher la recharge alluviale latérale, donc de reprise du stock des terrasses. Alors, il y en a de toutes les formes, toutes les sortes, mais ce que l'on peut dire, c'est que même le génie végétal qu'on a préconisé pendant un temps et qui continue par moment à être financé d'ailleurs, y compris par les agences de l'eau, ben même le génie végétal, quand il est bien fait, finit par avoir un effet de blocage de la rivière et on a là non plus de possibilité de recharge alluviale par érosion latérale des terrasses puisqu'elles sont extrêmement bien protégées par les systèmes végétaux qui se sont installés. Donc attention, le génie végétal a aussi des impacts par rapport à la problématique de recharge sédimentaire. Donc les dysfonctionnements hydrosédimentaires et écologiques associés aux pressions que l'on vient d'évoquer sont assez bien connus, bien documentés. On a des publications scientifiques en grande quantité, on a de la littérature grise. Donc on constate des phénomènes d'incision du lit, de pavage, de déficit de certaines fractions granulométriques, comme je disais tout à l'heure, notamment des déficits dans les fractions moyennes qui sont favorables à la reproduction de certaines espèces de poissons. On observe des affleurements importants du substratum, on observe des affaissements de la nappe alluviale d'accompagnement, une végétalisation excessive de la bande active, etc. On a quelques cas aussi de dysfonctionnement qu'on peut associer à des excès de sédiments grossiers, ce qui peut provoquer notamment dans des zones à enjeu des surinondations. Et puis on a aussi, mais ce n'est pas l'objet du guide encore une fois, des excès de sédiments fins avec des phénomènes de colmatage, voire d'ensablement. Les dysfonctionnements morpho-écologiques, donc on parle de morpho-écologie quand on fait le lien entre la morphologie et l'écologie par le biais du concept d'habitat. Donc la plupart des altérations qu'on vient d'évoquer, morphologiques, se traduisent par une modification, une perte d'habitat aquatique, d'habitat du lit mineur, c'est-à-dire de la zone notamment dans laquelle on a certaines espèces d'oiseaux ou d'insectes qui s'installent hors du lit mouillé. On a des phénomènes d'assèchement des annexes hydrauliques du fait de l'incision, d'assèchement de zones humides du lit majeur. Et puis, on a aussi un dysfonctionnement des processus physico-chimiques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une moindre régulation thermique, on l'a vu sur une des figures, et une baisse des capacités auto-épuratoires du lit mineur alluvial. Ces dysfonctionnements morpho-écologiques entraînent eux-mêmes des dysfonctionnements écologiques avec une dégradation de l'état des biocénoses aquatiques et rivulaires en termes de composition, d'abondance, de biomasse, de structure des peuplements floristiques et faunistiques. Donc là aussi, c'est assez bien documenté. Et on a une dégradation de l'état des biocénoses du lit majeur associé aux cours d'eau, notamment celle des annexes hydrauliques et des zones humides du lit majeur, qui pâtissent finalement de ces processus d'incision dans le lit mineur et qui se traduisent par des dysfonctionnements à leur échelle dans le lit majeur. Et puis, on a aussi, du fait de ces dysfonctionnements hydrosédimentaires, des problématiques qui intéressent d'autres enjeux. On a des problèmes d'alimentation en eau potable ou pour l'irrigation du fait de l'incision du lit et de l'affaissement corrélatif de la nappe d'accompagnement, de la nappe alluviale d'accompagnement. On a des problèmes d'alimentation de captage gravitaire du fait de l'incision du lit, donc les captages ne sont plus alimentés, on est obligé de construire des seuils pour les réalimenter. On a des déchaussements d'ouvrages d'art, digues, ponts, protection de berges, etc. Et on a des phénomènes d'aggravation des inondations lorsque là, l'on a notamment des processus de surexhaussement sédimentaire ou de survégétalisation du lit mineur du fait de l'incision.
Alors pourquoi et à quel moment doit-on élaborer un plan de gestion sédimentaire? Donc on a déjà dans le cadre du SDAGE actuel une cartographie des bassins où il semble important de réaliser des plans de gestion sédimentaire. Mais en plus de cela, on peut aussi mettre en œuvre des plans de gestion sédimentaire dès lors qu'on a des dysfonctionnements hydromorphologiques et écologiques qui sont observés et qui font craindre un risque de non-atteinte du bon état des eaux, donc qui est l'objectif principal du SDAGE et de la DCE. Et lorsque l'on a aussi des enjeux autres que l'état des eaux, notamment protection des biens et des personnes et usages divers. Dans ces deux types de cas, il est judicieux, outre les bassins qui ont été définis dans le cadre des programmes de mesure, de proposer l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion sédimentaire. Donc, ce que l'on propose dans le guide, c'est d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion sédimentaire en suivant une démarche séquentielle en 7 étapes, avec une étape préalable qui consiste à définir l'emprise spatiale de l'étude diagnostique qui va constituer l'étape 1. Et cette étape préalable est aussi l'occasion d'organiser la conduite du projet, d'inviter les parties prenantes qui sont essentielles pour mener à bien la concertation et la validation, etc. Ensuite, on passe à l'étape 1, qui est une étape de diagnostic morphologique et écologique. Pendant cette étape 1, il y a de la concertation avec toutes les parties prenantes. Et au terme de l'étape 1, il y a une validation. Donc, on verra qu'il y a plusieurs phases de validation. La validation est importante. Alors, on n'a pas encore défini s'il fallait une validation à l'unanimité ou à la majorité, ou etc. Mais en tout cas, si on n'a pas de validation de certaines étapes, notamment l'étape de diagnostic, c'est même pas la peine de passer à la phase suivante de détermination des objectifs. Si tout le monde n'est pas d'accord avec les observations réalisées, ben voilà, on a une incision, elle est liée à tel phénomène, on a un surexaucement qui est lié à tel phénomène. C'est inutile de passer à la phase suivante. Donc, il y a vraiment une phase de validation qui est importante dès cette étape de diagnostic, qui peut permettre d'ailleurs de sortir de la procédure. Si finalement, au terme du diagnostic, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de dysfonctionnement ou qu'il y en a, mais qui n'ont pas de lien avec les sédiments, qu'il n'y a pas d'enjeu nécessitant une gestion sédimentaire, qu'il n'y a pas d'enjeu de préservation de dynamique sédimentaire existante, on peut sortir de la procédure PGS et entrer dans une autre procédure plus adaptée aux dysfonctionnements observés. Ensuite, on a une étape de détermination de l'emprise du plan de gestion sédimentaire. Donc, l'étape préalable, c'était l'emprise générale de l'étude diagnostique. Au terme du diagnostic, on décide d'élaborer un plan de gestion sédimentaire sur telle partie du bassin ou sous-bassin ou sur tel tronçon du cours d'eau. Tout le cours d'eau ne nécessite pas forcément un plan de gestion sédimentaire. Et surtout, on définit les objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre du plan de gestion sédimentaire. Là aussi, concertation pendant le déroulement de la phase, et ensuite validation au terme de la phase 2, parce que si on n'a pas défini d'objectifs précis, eh bien, ce n'est pas la peine de passer à des choix, à des dimensionnements d'action. Et donc, il faut attendre d'avoir vraiment validé les objectifs lors de l'étape 2 pour passer à l'étape 3, qui est vraiment l'étape d'élaboration du plan de gestion avec le choix et le dimensionnement des actions, l'intégration des contraintes et des coûts. Une phase, donc là aussi, de validation. Lorsque c'est validé, on a un chiffrage final du plan de gestion sédimentaire, donc il va plus finement que lors de l'étape 3. On a ensuite une étape de validation. Et ensuite, on a 3 étapes consécutives, alors qui peuvent mettre un certain temps. On met en œuvre le plan de gestion sédimentaire, ça peut durer des années. Pendant cette mise en œuvre, on fait un monitoring avec le souci qui est toujours de trouver des financements pour suivre en fait les résultats de la mise en œuvre du plan de gestion sédimentaire. Et au terme d'un certain nombre d'années, alors on considère qu'une dizaine d'années, c'est une bonne durée pour réaliser un bilan du plan de gestion sédimentaire et voir si on continue avec les préconisations et les actions mises en œuvre ou si on change le dimensionnement ou le type d'action. Et donc, c'est une étape importante. Alors, il peut y avoir des bilans intermédiaires au terme de 5 ans, par exemple. Ce n'est pas la peine de faire un bilan au bout d'un an parce que les processus hydrologiques mettent plus de temps. Il peut y avoir des crues importantes, au contraire, pas de crues pendant 3 ans. Donc, c'est intéressant d'avoir au moins 5 ans et on préconise plutôt 10 ans avant de faire un bilan général du plan de gestion sédimentaire que l'on valide et qu'on continue en routine ou qu'on remet en question en remontant à différents niveaux dans le logigramme séquentiel. Donc, ce que je vais surtout vous présenter aujourd'hui, c'est l'étape 2,
qui est finalement, et notamment la partie détermination des objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre d'un plan de gestion sédimentaire. Parce qu'on on s'est rendu compte, bon, dans le cadre de la rédaction de ce guide, j'ai lu pas mal de plans de gestion sédimentaire existants, et je me suis rendu compte qu'assez souvent, on n'avait pas d'objectifs. En tout cas, les objectifs étaient très, très euh, enfin, pas précis, c'est-à-dire on veut améliorer le fonctionnement, on veut, enfin, des choses qui ne permettaient pas finalement d'avoir à la fois de réaliser un bilan pour savoir si ça avait fonctionné ou pas, mais qui même au départ permettaient difficilement de dimensionner des actions. Bah, si on ne sait pas qu'on veut rehausser le plancher alluvial de 50 cm sur 10 km, eh ben, on ne sait pas combien on doit mettre de sédiments par réinjection sédimentaire ou par érosion latérale, etc. Donc on a besoin quand même d'aller assez loin dans la définition des objectifs et dans, si possible, leur quantification. Evelyne, est-ce qu'il y a des questions? Et écoute, non, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Bon, bah alors c'est que je dois être super clair. Ok. Tout à fait. Alors, je vais surtout décrire l'étape 2, mais juste un mot quand même sur l'étape 1, donc qui est bien décrite dans le guide, hein, qui est l'étape de diagnostic morphologique, hydrosédimentaire et écologique. Dans le cadre de cette étape, on a proposé un certain nombre de métriques d'analyse, donc à la fois pour le diagnostic et pour le suivi. Certaines de ces métriques que l'on aura utilisées pour élaborer le diagnostic pourront aussi être des métriques de suivi pour voir si les actions menées ont les résultats attendus. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai surligné un petit rectangle sur le pourcentage de SGF, donc la métrique surface de granulométrie favorable. Mais il y en a tout un tas d'autres et elles ne sont pas exhaustives. C'est-à-dire qu'on a fait une proposition avec mes collègues hein, d'un certain nombre de métriques avec les éléments à décrire, en quoi ces métriques contribuent au diagnostic fonctionnel. Mais ensuite, libre à chacun d'en choisir d'autres, d'en éliminer certaines, etc. Donc c'est juste des éléments de proposition, mais absolument non exhaustifs. L'idée, c'est que pour la majeure partie des métriques, quand on le pourra, de réaliser des schémas, enfin des figures de ce type-là, c'est-à-dire des figures de trajectoire, qui permettent d'avoir la trajectoire passée, l'état actuel, et puis des éléments prospectifs sur la trajectoire future. Alors là, c'est vraiment très, très fictif. Hein. Donc, j'ai pris la SGF aussi. Admettons que dans les années 1800, ça m'étonnerait qu'on retrouve des données sur la SGF en 1800, mais bon, pour la démonstration, ça allait bien. On avait 10% du lit mineur du cours d'eau qui a été constitué de SGF, donc de surface favorable. On a une tendance générale qu'on observe jusque dans les années 50 qui montre qu'il y a de toute façon, sans doute naturellement, une réduction des apports de la fraction granulométrique correspondant au SGF. Et puis, subitement, à partir des années 50, on constate qu'il y a vraiment une chute des surfaces de granulométrie favorables et on soupçonne un dysfonctionnement, la construction d'un barrage, des extractions, etc. Et aujourd'hui, on en est à 1% de granulométrie favorable. Et si on ne fait rien, dans 10 ou 15 ans, il n'y en aura plus du tout. Donc voilà ce qu'on aimerait être capable de réaliser pour chacune des métriques que l'on proposera, sachant que pour certaines, on pourra remonter aux années 50, pour d'autres, pourquoi pas à la fin du 19e, et puis pour d'autres, à quelques années en arrière, voire pas du tout. Donc, mais dans la mesure du possible, on essaiera de réaliser ces figures de trajectoire temporelle. Alors, je reviendrai après, puisque cette phase de diagnostic, on s'en resserre après pour le bilan, mais je vais passer directement à l'étape 2, donc de détermination des objectifs, qui est extrêmement importante. La première est très importante aussi. Le diagnostic doit être bien fait et validé, comme on l'a dit. Mais ensuite, une phase compliquée, c'est la phase de détermination des objectifs. Donc, dans ce cadre-là, on a produit, on essaie de conceptualiser un espèce de tableau général qu'on appelle le tableau d'emboîtement EOMA, donc enjeu, objectif, moyen d'action et action, parce qu'on s'est rendu compte là aussi en épluchant des plans de gestion sédimentaire et même au cours du dernier plan de gestion sédimentaire auquel j'ai participé, qui était le plan de gestion du Rhône, on s'est rendu compte qu'on confondait assez souvent dans la terminologie utilisée la notion d'enjeu, la notion d'objectif, de sous-objectif, avec parfois des objectifs qui étaient finalement des enjeux ou des moyens d'action qui finalement étaient des sous-objectifs. Donc on a essayé de clarifier, et j'espère qu'on a réussi, sous forme d'un grand tableau donc, qui est présenté en annexe du guide, cet emboîtement. Donc, on voit par exemple ici que l'enjeu, c'est l'état écologique de l'hydrosystème.
L'objectif, le majeur, le grand objectif, c'est de restaurer le bon état écologique de la DCE, demandé par la DCE, ainsi que la biodiversité dérivée du lit majeur. On se rend bien compte qu'à ce stade d'objectif, on n'est pas capable de proposer des actions, ou en tout cas, si on propose des actions, on n'aura pas d'éléments pour vérifier quelle action a permis d'atteindre tel objectif. On a un sous-objectif de niveau 1 qui s'appelle restaurer les habitats du lit mouillé. Là encore, à notre avis, il est insuffisant pour vraiment définir des objectifs quantifiés et choisir et dimensionner surtout les actions les plus adaptées. C'est pour ça qu'on est descendu jusqu'à un niveau qu'on appelle le sous-objectif de niveau 2, où là, on a vraiment une liste qui permet d'aller assez loin dans la proposition ensuite de moyens d'action et d'action. Par exemple, si on a augmenté l'épaisseur alluviale, donc on est bien dans le sous-objectif de restaurer les habitats du lit mouillé, mais là, on vise une partie de ce lit mouillé qui est, ou une partie, comment dirais-je, des compartiments de ce lit mouillé qui est augmenter l'épaisseur alluviale, notamment quand elle a disparu ou quand elle est très faible. Et à partir de ce sous-objectif, on a un certain nombre de moyens d'action. Donc quand c'est la même couleur, c'est le même moyen d'action. Donc on n'a pas redécliné, par exemple, augmenter les apports solides grossiers. Dans la première fois dans le tableau, quand on en parle, on définit les actions qui peuvent permettre d'augmenter les apports solides grossiers. Ensuite, dans le tableau, eh bien, apport solide grossier qui peut apparaître à plusieurs niveaux. On ne va pas redétailler les actions correspondantes. Jean-René, excuse-moi, je te coupe une seconde. On a une question sur quelle est la différence entre lit mineur et lit mouillé. Alors là aussi, on a passé pas mal de temps à discuter avec Hervé Piéguet et Fred Liébaud. On a mis beaucoup de temps pour élaborer un schéma, une coupe en fait, la coupe up-to-date d'un découpage entre lit majeur, bande active, lit mineur, lit mouillé. Ça a été très compliqué parce qu'on n'est pas forcément en phase avec les chercheurs qui ont d'autres visions. Donc le lit mineur, on va dire que c'est tout ce qui n'est pas le lit majeur. Et ça, c'était important parce que les services de l'État, les services instructeurs, différencient dans beaucoup de textes le lit mineur et le lit majeur avec des obligations ou des autorisations qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a le lit majeur et on a le lit mineur dans lequel on a la bande active, plus ou moins végétalisée, et ensuite on a le lit mouillé qui correspond au lit en eau pour un certain débit. Alors, on n'a pas qualifié vraiment le débit, mais on peut considérer que, par exemple, ça peut être le lit en eau pour le module. Alors là aussi, on s'aperçoit quand on cherche un peu sur Internet que la notion est très différente, y compris dans des textes un petit peu fondateurs, comme les textes qu'on peut trouver sur le site de l'OFB, etc. Donc, vous verrez dans le document, on a essayé de faire une proposition dont on espère qu'elle va satisfaire un peu tout le monde entre lit mouillé, lit mineur. Dans le lit mineur, la bande active, plus ou moins active en fonction du taux de végétalisation, etc. Et ensuite, au-delà, le lit majeur qui est la zone de débordement lorsque le cours d'eau dépasse les limites de son lit mineur. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que c'est assez bien expliqué maintenant dans le chapitre correspondant, dans le cadre du chapitre 1 sur l'état de l'art sur le transport solide. Ok, bah écoute, je te remercie. Je te partage également un commentaire d'Hervé Desmanges qui dit alors que les Hauts-de-France ont été inondés par des crues exceptionnelles ces derniers jours, Emmanuel Macron a préconisé un grand plan de curage des cours d'eau. Ça va certainement desservir les objectifs visés par un PGS. Voilà. Ouais, bonne remarque. Bonne remarque. Je ne sais pas du tout ce qui est prévu dans le cadre de ce plan. Est-ce que justement ce plan va nécessiter déjà initialement justement une démarche de diagnostic, enfin, essayer de se rapprocher de ce qu'on préconise dans le guide en termes de démarche séquentielle, ou est-ce qu'on va y aller gaiement tout de suite avec les bulldozers dans la rivière? J'ai aucune idée de ce qui est prévu dans le cadre de ce plan de curage. Mais la question revient, puisque quand on a présenté le guide la semaine dernière au comité de bassin, donc le président du comité de bassin, Martial Sadier, nous a dit tout de suite, ouh là 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 là, mais vous allez nous interdire de curer. Alors nous, ce qu'on veut, c'est qu'en plus, il vient de se prendre une crue plus que centenale, là, la semaine dernière, enfin, la semaine précédente. Et donc, la question du curage revient de toute façon sur la table assez régulièrement, et on en parle dans le guide avec des préconisations et des mesures à prendre pour éviter de faire n'importe quoi. Et c'est un sujet qui revient systématiquement dès qu'il y a des crues un peu importantes. Ça marche. Je
te remercie. Ah, j'ai une nouvelle question. L'idée reçue est que le sédiment occupe une place qui pourrait être occupée par l'eau. Comment lutter contre cette idée reçue par le grand public? Ouais, non, mais là, alors, ouais, c'est difficile d'en parler là en quelques secondes. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, la crue de la semaine dernière, donc Martial Sadier, qui est le président du comité de bassin RMC, nous a dit dès que la crue est arrivée, donc supérieure à Centenal, les gens lui sont tombés dessus en disant, voyez, ça fait des années qu'on ne cure plus le cours d'eau, c'est à cause de ça, etc. Donc effectivement, il faut se battre en permanence, il faut expliquer que les sédiments occupent une place dans le lit, c'est une réalité, mais bougent aussi. Donc il y a des phénomènes de compensation, de section. C'est à expliquer au cas par cas. Il y a des cours d'eau qui sont tellement incisés aujourd'hui que de toute façon, ils débordent plus avant la crue cinquantennale. D'autres, au contraire, où on a des débordements naturellement fréquents, qui sont autour de la crue annuelle ou biennale. Voilà, donc ouais, il y a toute une pédagogie pour expliquer que ça fait partie du fonctionnement et que justement la balance de Lane consiste à essayer d'évaluer si on est dans une phase de sursédimentation qui pourrait être liée à un dysfonctionnement, la construction d'un ouvrage en aval qui piège les sédiments, la construction d'un pont à arche trop étroite qui favorise une perte de charge et donc une sédimentation en amont. Voilà, il faut au cas par cas identifier si la section d'écoulement est suffisante par rapport à un objectif de protection. Et puis ensuite, eh bien, c'est l'ensemble des parties prenantes qui décideront ou non de curer. Donc, on a des propositions dans le guide sur des méthodes de curage, des profils d'alerte, etc. Ça marche. Bah, écoute, je te remercie, puis je te laisse reprendre du coup. Donc, on en était à notre tableau des EOMA, au sous-objectif de niveau 2. Donc, à partir de ce schéma, finalement, on a un certain nombre de sous-objectifs qui sont identifiés. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a une douzaine. Qui sont, par exemple, j'ai remis en jaune les SGF puisque c'est le fil rouge un petit peu du guide et de la présentation d'aujourd'hui. Donc, restaurer les SGF, augmenter l'épaisseur alluviale, soit globalement, soit sur certains types de faciès, stabiliser l'incision, rehausser le fond alluvial, etc. Donc, finalement, ces objectifs ne sont pas, enfin, les objectifs classiques qu'on va retrouver dans des plans de gestion qu'on a pu lire ou qu'on connaît par ailleurs sont relativement peu nombreux pour le lit mineur notamment. Donc, l'idée, ce qu'on propose, alors je ne détaille pas encore, hein, c'est tout expliqué dans le guide, c'est ce qu'on propose, c'est de définir des plages cibles d'objectifs hein, pour chacun de ces sous-objectifs de niveau 2 et pour chaque plan de gestion sédimentaire au cas par cas on va essayer de définir des plages cibles. Donc, on revient sur la figure de tout à l'heure où on voit la trajectoire temporelle d'une métrique, la SGF. On voit qu'elle a chuté très fortement à partir des années 50, etc. Et donc, on doit se fixer sur cette base-là. Donc, aujourd'hui, on est en bas à droite. Là, on commence à voir les pointillés. Et voilà ce qui se passe si on laisse les pointillés se faire, si on ne fait rien. Et voilà ce qui pourrait se passer si on se fixe une plage cible d'objectif, par exemple, de se dire, bah, pour que le cours d'eau fonctionne bien, notamment d'un point de vue écologique, on a besoin de 4 à 6 de la surface du lit mouillé au module qui soit sous forme de SGF, c'est-à-dire qui soit disponible pour la reproduction des espèces lithophiles. Donc ça, c'est la plage cible avec une courbe fictive de comment ça peut évoluer. Donc on a à la fois une plage cible sur l'axe désordonné, donc 4 à 6 mais on essaye aussi en même temps, c'est un peu plus compliqué, de se fixer une plage temporelle aussi. Et on espère obtenir l'atteinte du bas de la plage cible au bout d'une dizaine d'années, et puis le sommet de la plage cible, si on espère aller au sommet, sur une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc on se fixe à la fois une dimension quantitative de la métrique, 4 à 6 et une dimension temporelle, à quelle échéance on espère atteindre la plage cible. Alors on voit que par exemple dans cet exemple-là, on ne cherche pas forcément à réatteindre la plage, enfin l'état des SGF en 1950, parce que pour X raisons, on détermine que ça n'est pas possible, mais on se fixe quand même une certaine plage qui va nous permettre ensuite, lors de la phase de bilan, de déterminer le niveau d'atteinte de notre objectif pour chacune des métriques et chacun des objectifs fixés.
Donc là, on se fixe, donc on revient sur le tableau de Zeoma, on a choisi le sous-objectif de niveau 2, ou un certain nombre de sous-objectifs, il peut y en choisir plusieurs, et on choisit ensuite les moyens d'action qui nous paraissent les plus adaptés pour atteindre ces sous-objectifs de niveau 2. Augmenter les apports solides grossiers, mettre en place des microstructures pour piéger une partie des sédiments, souvent il faut faire les deux d'ailleurs, élargir le limineur pour augmenter l'épaisseur alluviale, etc. Donc il y a toute une liste de moyens d'action qui peuvent être combinés dans l'espace et dans le temps. Et là aussi, on a recensé, il n'y en a pas 150 000, on a recensé une dizaine de moyens d'action principaux vis-à-vis de l'enjeu état écologique, qui là aussi peuvent être cumulés, donc augmenter les apports solides, élargir les mineurs, limiter les apports de fines, réaliser des lâchers morphogènes, etc. Donc je ne détaille pas, à moins que vous ayez des questions sur ces moyens d'action, sachant qu'ensuite, le but du jeu, c'est d'arriver à des actions. Pour chacun des moyens d'action, on peut avoir une ou plusieurs actions possibles, là aussi qui peuvent être complémentaires. Par exemple, pour augmenter les apports solides, on peut réinjecter des sédiments. C'est là qu'on aura sans doute les résultats les plus rapides, les plus probants, surtout si on est bien dimensionné, parce qu'on a bien dimensionné l'objectif, on a bien dimensionné la réinjection sédimentaire. On veut rehausser de 50 cm le fond alluvial sur 5 km, ben on sait qu'il faut réinjecter régulièrement tant de dizaines de milliers de mètres cubes de sédiments. On veut augmenter aussi éventuellement l'épaisseur alluviale directement, c'est-à-dire qu'on veut faire des travaux non pas en attendant que la rivière fasse elle-même le boulot après réinjection sédimentaire, mais on veut tout de suite, on a pas mal de cas dans le guide et d'exemples qui sont cités dans le guide où on a voulu directement recharger le limineur sur une certaine épaisseur pour obtenir immédiatement les fonctionnalités attendues pour la reproduction, pour la présence d'un écoulement hyporéique, pour la régulation thermique, etc. Et d'ailleurs, dans le guide, on distingue bien les deux types d'actions. L'action de réinjection sédimentaire, qui est une action visant à remettre dans le circuit sédimentaire une certaine quantité d'alluvions grossières à un certain endroit ou à plusieurs endroits. Et c'est la rivière qui fait le travail de redispatcher ces alluvions. Et la recharge sédimentaire, qui est au contraire une méthode où on va directement créer les faciès ou les résultats attendus. Donc ça a été un point de discussion aussi assez important. Au passage, il y a un guide en cours de rédaction, un guide spécifique réinjection-recharge en cours de rédaction par l'OFB, EDF, l'Agence de l'eau y participe aussi, l'IMFT de Toulouse, qui devrait sortir normalement en 2024. Et donc, il fait vraiment un zoom sur ces deux aspects, ces deux types d'actions, réinjection-recharge, avec les méthodologies les plus adaptées, les modélisations qui permettent d'évaluer les impacts hydrauliques, etc. Donc, dans ce guide-là, on en parle un petit peu, mais on renvoie pour le détail sur ces deux types d'actions au futur guide OFB-EDF qui va sortir dans le courant de l'année prochaine, on l'espère. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Donc, dans un premier temps, je vais te relayer une remarque donc de Ava Hervieux du SMPBV euh, qui nous dit que ces résultats sont extrêmement dépendants de l'hydrologie. Or, comme elle devient de moins en moins prévisible, si au bout de 5 ans, nous n'avons pas atteint la plage cible, il devient difficile de poursuivre, de faire valider un budget pour des résultats qui ne sont pas là. Oui, ben, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, on peut se fixer 5 ans. On peut se fixer aussi, ce qui m'arrive assez souvent, plutôt qu'une durée, un certain nombre d'événements morphogènes pour fixer comment dirais-je, la durée d'observation, la durée de réalisation du suivi et du bilan. S'il ne se passe rien pendant 5 ans, bah, il faut poursuivre jusqu'à au moins la première crue morphogène, sachant que le souci, par exemple, c'est que s'il n'y a pas de crue morphogène pendant 5 ans, votre réinjection sédimentaire ou votre dévégétalisation de bande active, bah, ça sera à recommencer, puisqu'en 5 ans, vous aurez une belle soleil qui aura poussé de plusieurs mètres de haut et de plusieurs hectares de dimension spatiale. Donc ça pose d'autres questions, mais effectivement, par rapport à la durée du suivi et et la bonne étape temporelle pour le bilan, ça va être quand même beaucoup fonction de l'hydraulicité. Mais ça peut être décidé au cas par cas. Encore une fois, les guides SDAGE, en fait, sont pas du tout ni prescriptifs ni réglementaires. On propose des méthodologies pour mettre en œuvre les mesures opérationnelles demandées par le SDAGE. Mais après, si on dit 5 ans, on dit 10 ans, ça peut être, enfin, c'est l'ensemble des parties prenantes qui peut décider de faire un bilan au bout de 3 ans ou au contraire d'attendre 10 ans et de trouver les financements pour. D'accord, très bien.
Merci. On a également Hervé Demange qui nous dit, y a-t-il eu des échanges avec les services de l'État au niveau central afin de s'assurer que les travaux de gestion du transport sédimentaire rentrent bien dans la rubrique restauration 3350 et que l'on ne soit pas tenu de faire des dossiers d'autorisation? Alors, il y avait l'Adréal de Bassin qui était présente aux discussions et qui a relu le guide. Donc, dans la partie, au tout début du guide, on donne quelques éléments de texte réglementaire qui encadrent la gestion du transport solide en rivière. Donc, vous verrez le chapitre correspondant. L'idée, c'est que ce guide SDAGE ne se substitue pas aux autorisations réglementaires qui sont demandées par les services de l'État, mais que si la mise en œuvre du guide est bien faite, normalement, tous les éléments doivent être réutilisables pour faire un dossier de demande d'autorisation de gestion sédimentaire sur 5 ans, sur 10 ans. Donc ça a été validé par l'Adréal, c'est écrit au début du guide Ok. c'est pas un document, le plan de gestion sédimentaire ne sera pas un document réglementaire, mais il peut être intégré ensuite assez facilement si tous les éléments ont été renseignés. Ça va plus loin même que ce qui est demandé généralement dans un plan de gestion des sédiments au titre, alors je ne sais plus quel est le titre de la rubrique en question, mais bien sûr, on ne va pas refaire 10 fois le boulot. Le travail qui sera fait dans le cadre d'un plan de gestion sédimentaire au titre du SDAGE sera réutilisable pour un dossier de demande d'autorisation. Ça marche, je te remercie. On a également Guillaume Fontino qui pose la question suivante. La reconstitution des trajectoires, donc des indicateurs sur lesquels sont basés les objectifs, est souvent difficile faute de données dans le temps long. Y a-t-il des valeurs de référence proposées dans le guide par Hydro-Éco-Région, par exemple? Ouais, bonne question, Guillaume. Alors, effectivement, on met bien dans le guide que dans la mesure du possible, on essaiera de bâtir des trajectoires les plus lointaines possibles dans le passé. Mais on n'a pas, par exemple, pour les SGF, on sait que selon la nature, la lithographie notamment du bassin versant, on a des bassins versants où naturellement on ne trouvera pas plus de 5 à 6 de surface de granulométrie favorable, des granulométries correspondant à ces SGF. D'autres, on aura facilement 10 à 15%, et d'autres, quand on aura 2%, naturellement, sans effet de pression anthropique en amont, on sera déjà dans des proportions assez fortes. Sauf que on a proposé de faire cette démarche à l'échelle des hydroécorégions. C'est pas l'agence de l'eau de le faire, donc on a demandé à l'OFB si elle voulait se charger d'élaborer un petit peu cette référence nationale des SGF, et pour l'instant, ils n'ont pas le temps. Mais l'idée, c'est bien, quand cela est possible, en tout cas, il n'y en a pas pour l'instant dans le guide, c'est de fournir des références quand on n'a pas de référence historique, notamment par rapport à ces notions de morphoécologie, c'est-à-dire d'habitat, de ce qui paraît des bonnes fonctionnalités. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est par exemple pour l'épaisseur alluviale, on a fait un petit chapitre sur les épaisseurs alluviales qui semblent intéressante pour différents types de fonctionnalités, pour un fonctionnement hyporéique, de régulation des températures, pour la reproduction des poissons. Donc il y a un petit chapitre là-dessus sur les épaisseurs alluviales parce que ça a été demandé justement par un des membres du comité technique de dire bah, donnez-nous un petit peu des ordres de grandeur quand on veut restaurer une épaisseur alluviale, qu'est-ce qu'on doit viser, 10 cm ou 1 mètre. Donc on a fait cette proposition. Alors, on ne parle pas vraiment de référence, mais on parle plutôt de fonctionnalité. Donc tu verras, Guillaume, qu'il y a ce petit chapitre-là, mais c'est vrai qu'on est un peu pauvre dans cette notion de référence. Et ça sera au cas par cas qu'il faudra essayer de trouver des références, soit historiques, soit sur un bassin non impacté sur lesquels on va pouvoir faire l'évaluation de telle ou telle métrique. Mais ça, c'est à chaque fois, enfin, on a toujours la même problématique par rapport à des opérations de restauration morphologique, etc. Aujourd'hui, on n'a pas la solution toute faite. Ça marche. Euh, Qu'est-ce qu'une rampe sous-fluviale? Oula, mais attention, on commence à rentrer dans les questions vraiment techniques. Donc, une rampe sous-fluviale, en fait, c'est un seuil, ce qu'on appelle aussi un seuil de fond. On essaie de construire une structure à faible pente pour éviter des problèmes de non-franchissabilité par les poissons, généralement en enrochement libre. Pour stabiliser le fond, c'est généralement une méthode qui est utilisée pour bloquer l'incision quand on a un processus d'incision qui est en cours
enfin qui continue, hein, malgré l'arrêt des extractions, notamment c'est souvent lié à des extractions de granulats. On essaie de stabiliser au moins, sans forcément vouloir remonter le niveau, on essaie de stabiliser au moins à une certaine cote. Donc on fait des rampes qu'on appelle sous-fluviales, c'est-à-dire qui n'ont pas d'effet sur la côte de la ligne d'eau, quasiment pas. Très bien, je te remercie. Au niveau du guide dont tu as parlé tout à l'heure, quel contact pour en savoir plus sur le guide de réinjection là, qui est en projet de l'OFB, qui sortira en 2024? Oh, bah, alors, le responsable du projet, c'est Gabriel Melin au niveau de l'OFB. Et puis côté EDF, c'est notamment Rémi Loire et Guillaume Brousse qui travaillent sur ce sujet-là. Et à l'agence de l'eau, bah, ça sera plutôt Benoît Terrier. Mais bon, je ne sais pas si ça vaut bien le coup de demander où en est le guide. Quand il sera sorti, il y aura une communication qui sera faite par les différents services. Euh, voilà, on a bon espoir qu'il sorte avant la fin de l'année 2024. Ça marche. On a une question de Brice Noirot du CIMBI. La réalisation d'un plan de gestion sédimentaire par un BE est-elle subventionnable par l'AERMC, par l'Agence de l'eau? Oui, bien sûr. Ok. Oui, alors moi je connais pas exactement, c'est pas mon domaine, les taux d'aide sur les études de plan de gestion sédimentaire, mais bien évidemment elles seront financées par l'agence de l'eau en partie, en grande partie. Et enfin, une dernière question. Le guide propose-t-il des sous-objectifs N2 pour les secteurs en incision et sur les secteurs en exaucement? Alors attends, j'ai pas compris la question là. Alors, le guide propose-t-il des sous-objectifs N2 pour les secteurs en incision et sur les secteurs en exaucement? Bah, alors, le sous-objectif stabiliser l'incision, bon, on le voit apparaître dans le petit bout de tableau là, que j'ai mis en exemple. Donc là, ça fait partie des sous-objectifs de niveau 2. Donc si votre bassin est en incision, eh ben, on a un certain nombre de moyens d'action et d'actions à préconiser. S'il est en exaucement, on a aussi des moyens d'action et des actions à préconiser. Mais voilà, c'est pas spécifique à un secteur. C'est dans le cadre de l'étude, on va identifier des tronçons qui sont en exaucement ou en incision, et dans ce cadre-là, on pourra préconiser un certain nombre d'actions qui vont être, enfin, on pourra déjà quantifier l'objectif. On veut stabiliser l'incision simplement, donc c'est par exemple les fameuses rampes sous-fluviales. On veut rehausser, revenir à un niveau d'il y a 10 ans, donc ça c'est encore un autre type d'objectif. C'est plus que stabiliser l'incision, c'est rehausser le fond du lit alluvial, etc. Donc ça, c'est effectivement décliné dans la colonne des sous-objectifs de niveau 2. Ok. Ben, écoute, je te remercie, puis je te laisse reprendre la présentation. Alors, je continue. Donc là, on en est à la partie bilan, parce que je passe, sinon ça aurait été un petit peu long, donc je passe les phases de choix et de dimensionnement des actions, de chiffrage final, de mise en œuvre et de monitoring qui sont explicitées pendant une bonne partie du guide, pour arriver à la phase finale qu'on trouve vraiment la plus intéressante, qui est, enfin la plus intéressante, en tout cas qui est essentielle, c'est de faire ce fameux bilan, on l'a déjà évoqué. Donc l'idée, alors on propose 10 ans, c'est de mettre en œuvre les différentes actions du plan de gestion, alors qui elles-mêmes peuvent mettre parfois 10 ans à être mises en œuvre à l'échelle de l'ensemble du périmètre du PGS. C'est à définir au cas par les parties prenantes. C'est éventuellement à réévaluer en fonction d'hydraulicité réelle, on l'a dit tout à l'heure. On peut faire des bilans partiels aussi. Et on espère, dans le cadre de ce bilan, évaluer le niveau d'atteinte des objectifs fixés lors d'étape 2. Ça doit permettre en particulier de voir si les plages cibles que l'on a fixées sont réalistes. Alors si elles ne sont pas atteintes, est-ce que c'est pas parce que finalement on avait visé trop haut et que de toute façon, malgré tout ce qu'on a pu faire, on n'atteindra jamais 4% de SGF? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas mis en face les bons dimensionnements d'action, etc. Donc c'est vraiment une phase importante. On propose aussi d'essayer d'évaluer, mais là c'est très compliqué, la contribution des différentes actions mises en œuvre dans l'atteinte de ces objectifs. Est-ce que c'est l'érosion latérale qui a permis d'atteindre finalement le niveau de SGF qu'on espérait? Est-ce que c'est des réinjections qu'on a faites à tel et tel endroit? C'est assez compliqué, donc c'est pour ça qu'on l'a mis en optionnel, parce qu'on se dit, dans certains cas, on pourra démêler quelle est l'action qui a été la plus efficace, parce que ça peut servir aussi pour la suite
pour savoir quelle action on va privilégier dans la suite après ce bilan de mise en œuvre du PGS. Et puis, ce qui est intéressant, c'est alors l'efficience des actions, le coût-efficacité en fait, hein, c'est le croisement du coût-efficacité. Si une action finalement a eu assez peu d'effet mais a coûté très très cher, bah, est-ce que ça vaut le coup de la conserver? Et un point important aussi, si possible dans cette phase de bilan, c'est d'évaluer les causes de non-atteinte des plages cibles. Voilà, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est une partie importante qui peut prendre d'ailleurs pas mal de temps dans la phase de bilan. Donc l'idée, c'est d'arriver pour chacune des métriques que l'on aura choisies, donc des métriques qu'on aura choisies pour le monitoring, d'arriver à ce type de schéma. Donc, contrairement aux plages cibles qu'on a décidé de ne présenter que sous la forme d'une seule plage, donc c'est le bleu, on peut ensuite, lors du bilan, définir des plages de niveau inférieur qui vont permettre d'évaluer plus facilement un niveau de satisfaction. Dans certains cas, on n'aura pas, par exemple, si on prend la courbe verte, on n'aura pas atteint la plage cible, mais finalement, on est quand même pas mal. On est dans la plage verte entre 3 et 4%. Bon, même si en 2030 et quelques, finalement, on redescend un petit peu en dessous. On peut considérer que c'est pas si mal et que ça nécessite pas forcément de revenir à la fois ni sur le dimensionnement ni sur le choix des actions. On peut aussi décider en voyant la courbe verte que on n'a pas fait suffisamment et qu'on veut conserver quand même la plage cible de 4 à 6% de SGF. Auquel cas, il faut modifier soit les types d'actions, soit le dimensionnement des actions. Et par contre, quand on va être dans la courbe rouge, on se dit, non, là, ça va pas du tout. On s'attendait quand même à augmenter très notablement les surfaces de SGF parce que on estime que c'est possible. On n'a pas mis les bons dimensionnements, on n'a pas mis les bonnes actions en route et il faut remonter aux étapes précédentes dans le logigramme pour, euh, pour être certain, enfin pour rectifier le tir et viser, si possible, à nouveau l'atteinte de la plage cible. Voilà, donc au terme de l'étape 7, c'est ce que je viens de dire, hein. Soit on poursuit en routine si ça fonctionne bien, soit on revient à des étapes précédentes qui peuvent être l'étape 3 ou l'étape 2, donc l'étape choix des actions ou l'étape 2 même, objectif à atteindre. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation, donc on peut poser des questions maintenant un petit peu plus générales, revenir sur certains points, je pourrais remonter dans la présentation. N'hésitez pas. Ok, je te remercie. Je vais déjà te relier une première question d'Ava Hervieux. Dans le cas de figure d'un objectif de stabiliser un front d'incision et de réactiver un transport solide, comment évaluer la pérennité d'une remobilisation des apports internes sur des secteurs amont en équilibre? Ne risque-t-on pas de vider un gisement en matériaux en voulant réactiver un transport solide et déplacer la problématique de déficit sédimentaire incision? Oula, grosse question. Alors, c'est vrai qu'il va arriver dans certains cas, et on l'a fait déjà, on a des exemples, que pour stabiliser l'incision à un endroit, on réactive ou on favorise l'activation de l'érosion latérale à un autre endroit. Alors, ça ne pose pas tout à fait les mêmes questions. Des fois, la question qui apparaît, c'est oui, mais en quoi, moi, qui suis propriétaire riverain à 10 km de la zone d'incision, pourquoi moi, je dois sacrifier, par exemple, mes terrains pour alimenter le cours d'eau aval, voire même un affluent encore en aval. Le cas, on l'a eu très très précisément sur l'Ain, où on a dit que l'Ain, les érosions de l'Ain, dont on a vu qu'elles pouvaient atteindre quelques dizaines de milliers de mètres cubes par an, les érosions de l'Ain embêtent beaucoup les riverains qui voient leur terrain partir à chaque crue, mais on leur a expliqué plusieurs fois qu'ils étaient indispensables, ces sédiments, pour un bon fonctionnement du Rhône en aval et notamment du canal de Méribel. Donc la question, c'est au-delà de la question de créer un déficit ailleurs, c'est comment solidariser finalement à l'échelle d'un bassin des riverains qui vont subir finalement les actions qu'on préconise, par exemple le désenrochement pour permettre la réactivation de l'érosion latérale et la reprise sédimentaire, pour pouvoir alimenter des dysfonctionnements qui sont situés parfois plusieurs kilomètres ou plusieurs tronçons en aval. Alors, c'est pas exactement la réponse à la question qui est posée, mais par rapport à cette thématique, c'est une problématique qui revient assez souvent. Alors, je pense que Benoît, je ne sais pas s'il est en ligne, mais par rapport à aux espaces de bon fonctionnement où
cette démarche est préconisée dans certains cas, donc de réactiver l'érosion latérale. Je pense qu'une des difficultés, c'est aussi de faire accepter cette solidarité de bassin, voire trouver des systèmes de compensation pour que les bénéficiaires de l'aval puissent éventuellement compenser les problèmes qui seraient subis en amont pour améliorer le fonctionnement en aval, des choses comme ça. On a une autre question de Marie-Charlotte Bousquet. Je vous invite aussi à prendre la parole, hein, à lever la main et puis à les poser directement. Est-ce que Madame Bousquet, vous voulez la poser directement ou je prends le relais Oui, oui, comme vous voulez. Euh, pour des enjeux hydrobio, il y a une certaine granulo qui est intéressante. Là, on parle plus généralement du bon fonctionnement de la rivière, donc tout est bon à prendre quand on veut remobiliser les sédiments. Et... Oui, alors c'est au cas par cas hein, que ça C'est va ça se la passer. question. Oui, tout à fait, Marie-Charlotte, c'est au cas par cas. Dans certains cas, on considérera que tout est bon à prendre et qu'effectivement, la continuité sédimentaire doit être euh, euh, tenue pour chacune des classes granulométriques, des fines jusqu'aux grossiers. Dans d'autres cas, on considérera que bah, c'est plutôt les grossiers qui sont déficitaires, alors que les fines sont peut-être parfois en excédent, et donc c'est plutôt les fines, les grossiers ou les sables qu'il faudra favoriser par rapport aux objectifs de bon état, aux objectifs d'amélioration de l'habitat de certaines biocénoses. Donc là aussi, on n'a pas fixé de règles hein, de ce qu'est le bon ou le mauvais sédiment. C'est vraiment au cas par cas l'étude de diagnostic et ensuite des objectifs qui vont fixer les granulométriques qui seront visés par les actions que l'on aura à mener dans le cadre du plan de gestion. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Enfin, oui, c'est donc un diagnostic à faire, mais ça veut dire qu'il y a du tri derrière, potentiellement. Si le diagnostic dit, ça veut dire vous avez employé le mot mauvais sédiment, ça veut dire qu'il y a des mauvais sédiments? Non, justement, j'ai dit, dans le guide, on ne parle pas du tout de bons et de mauvais sédiments. On dit simplement que dans certains, le diagnostic doit permettre de savoir si on a des problématiques de déficit en sédiments fins, en sédiments grossiers, ou d'excédent en sédiments fins, en sédiments grossiers, ou s'il y a un bon équilibre, ou s'il faut les deux, ou s'il faut privilégier plutôt des sédiments grossiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, la fraction la plus déficitaire quand même sur les cours d'eau, ce sont les sédiments grossiers. Les graviers et plus grossiers pour différentes raisons, et notamment parce que ce sont ces fractions granulométriques qui ont subi des extractions massives des 50 années, en gros, de l'après-guerre jusqu'aux années 80. Donc là, il y a un vrai déficit. Sur beaucoup de cours d'eau, on a plutôt des excédents de sédiments fins. Donc, c'est vraiment au cas par cas que le diagnostic doit démontrer, et c'est pour ça que la phase de diagnostic et sa validation est importante par toutes les parties prenantes, pour bien se mettre d'accord sur les problématiques identifiées, les dysfonctionnements identifiés, qui vont conduire ensuite à l'étape 2, qui va être le choix des objectifs. Est-ce qu'on veut favoriser uniquement les SGF? Est-ce qu'on veut favoriser toutes les classes granulométriques? Voilà, c'est vraiment du cas par cas. Le guide ne donne pas de règles sur les bons et les mauvais sédiments. On parle de colmatage, on parle de choses comme ça, mais à aucun moment on dit que les sédiments fins sont mauvais. Les sables, etc. Très bien, je te remercie. Guillaume Tino, est-ce que tu veux prendre la parole Oui, bonjour. Bonjour Jean-René. Bonjour Guillaume. Ma question portait sur le monitoring à faire une fois que le plan de gestion des sédimentaires a été Je n'entends pas très bien, je établi. ne sais pas si je suis tout seul. Je peux parler C'est un mieux. peu. Ouais, un Ma petit peu question mieux. portait sur le monitoring à Oui. réaliser une fois le plan de gestion sédimentaire établi. Je voulais savoir si dans le guide, vous aviez décrit les différentes techniques qu'on peut mobiliser pour faire ce suivi. Et avec la question derrière, c'est est-ce qu'il y a une réflexion sur comment faire un suivi, on va dire, efficace pour un coût acceptable, parce qu'on sait que ces suivis sont très chers et sont généralement plus difficiles à financer. Du coup, voilà, je me posais la question si le guide abordait toutes ces réflexions-là. Alors, dans la partie suivi, on aborde les métriques à suivre, qui sont pour une grande partie des métriques qui auront déjà servi à établir le diagnostic.
On propose aussi des méthodes de choix entre des comparaisons avant-après, des comparaisons de bassins témoins sur un autre cours d'eau et ce qui va se passer sur le cours d'eau après mise en œuvre du plan de gestion sédimentaire. On aborde la question des stations, du nombre de stations, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est dans le chapitre bilan, enfin suivi et ensuite bilan. Euh, Hmm, Voilà, c'est pas, on propose pas vraiment beaucoup plus. On a des références de guides, hein, le guide OFB sur les suivis de travaux de restauration, par exemple, qu'on reprend, donc qui a été rédigé il y a quelques années, qui donne un petit peu aussi des règles de suivi par rapport à des actions de restauration morphologique. Donc là, on n'a pas repris intégralement le guide, on a repris quelques éléments de ce guide-là, et ensuite, il faut se replonger dans le guide OFB sur les suivis de restauration pour en prendre des éléments dans le cas de suivi de mise en œuvre d'un PGS. Et ok, Guillaume, ça répond à ta question? Oui, oui, merci. Après, oui, oui, ça va. Parfait. Merci. Il y a Ava Hervieux. Est-ce que tu souhaites prendre la parole? Non, je la relais. Donc, elle reprenait sa précédente question sur la tête. Pour restaurer le lit, nous allons avoir besoin de 1,7 million de mètres cubes de matériaux. A priori, nous allons pouvoir trouver localement ces matériaux, des blés en blé, mais je me demande comment nous pourrons maintenir le nouvel équilibre alors que nous aurons déjà fait appel à d'importants volumes externes, secondaires et internes aux lits mineurs. En fait, la question, c'est la durabilité de l'action. Oui, je C'est-à-dire, pense. c'est-à-dire que on a eu le cas quand j'étais encore chez EDF sur la Garonne aval, où on s'était dit bon, il y a un déficit sédimentaire, on a des affleurements du substratum marneux à plein d'endroits. Il faudrait pouvoir à la fois activer l'érosion des berges et réinjecter des sédiments. Sauf qu'on s'est rendu compte que l'érosion des berges dans l'emprise du tronçon court-circuité, elle allait amener quelques milliers de mètres cubes pendant quelques années et puis point barre terminé. Et la même chose concernant les apports externes par réinjection. Donc, on va prendre des cailloux quelque part, on va les réinjecter. Là aussi, on s'est rendu compte assez vite que la durée de vie de ce stock possible à réinjecter était très limitée, enfin, que le volume était limité. Donc la vraie question, c'est une question de fond hein, qui va revenir assez souvent, c'est est-ce qu'on fait un one-shot et puis bah, on espère quand même que ça va améliorer pour quelque temps en tout cas le fonctionnement, ou est-ce que ça vaut même pas le coup de faire le one-shot et dépenser l'argent autrement? C'est une vraie question, c'est-à-dire moi, réinjecter 1 million de mètres cubes, si au bout de 3 ans, bah, de toute façon, ils sont repartis en aval. Alors, après, on préconise aussi éventuellement, mais il y a des inconvénients, la création de microstructures, justement, pour piéger une partie de cette charge alluviale qu'on va réinjecter et permettre au moins qu'elle se stabilise un peu plus longtemps à certains endroits. C'est ce qui est prévu, par exemple, aussi sur la Loire forésienne dans le cadre d'un programme de restauration morphologique du fond alluvial. Mais il y a une vraie question de fond qui est que de toute façon, même l'érosion latérale sur des belles terrasses très peu protégées va réinjecter des sédiments, je pense à des rivières comme l'Allier par exemple, ou même comme l'Ain, pendant encore, allez, on va dire une cinquantaine d'années, et puis à la fin, on aura de toute façon plus de stock. Le stock interne en terrasse, il a un volume fini à notre échelle de temps. Il faudra attendre la prochaine glaciation qui est quand même mal partie là, pour avoir à nouveau des processus énormes de production sédimentaire qui viennent recréer des grosses quantités d'alluvions sous forme de terrasses. Donc c'est une vraie question presque philosophique, c'est-à-dire voilà, finalement, est-ce que ça vaut le coup quand même d'améliorer le fonctionnement, même si c'est pour 10 ans? Est-ce que ça vaut pas le coup par rapport à un financement public qui parfois est très coûteux et il vaut mieux passer à autre chose ou trouver d'autres solutions? Je pense que la question se pose vraiment au cas par cas. Alors, quand on est sur des problématiques comme sur les ouvrages de type barrage, où on a en permanence des apports amont qui sont piégés en grande partie dans le barrage, ben là, on peut imaginer que curage, réinjection, c'est quelque chose qui va être durable, tant qu'il y a de la production primaire externe sur le bassin. Et dans d'autres cas, quand le seul stock alluvial disponible pour une réinjection est de toute façon limité en volume,
et que ça permettra uniquement d'améliorer quelque temps le fonctionnement, bon, ben, c'est des vraies questions à se poser avec les différentes parties prenantes. Ok, bah, je te remercie. J'ai pas vraiment Toujours à... répondu, hein. J'ai répondu que c'était compliqué, hein, mais c'est Ouais, bah oui, mais la ça question. l'est. Donc c'est toujours Ava, donc elle peut pas prendre la parole en direct, elle s'en excuse avec son problème de sonorisation. Donc au niveau du monitoring, je n'ai pas vu de suivi sur la surface en roche-mère ni sur du profil en travers ou en long. Est-ce un choix de développer d'autres indicateurs complémentaires? Ah si, si, mais dans la liste des métriques en fait, que l'on propose, hein, qui est encore une fois une liste non exhaustive, donc c'est un tableau hein, qui est donné dans le guide. On propose un certain nombre de métriques, les surfaces en substratum, les surfaces de faciès radiés, enfin il y a les épaisseurs dans certains faciès, il y a tout un tas de métriques qu'on peut imaginer qui seront utilisées pour la phase de diagnostic et qui pourront, pour certaines d'entre elles, être réutilisées pour la phase de monitoring. Attention, parce que pour la phase de monitoring, il faudra quand même avoir un état initial. Donc, soit la phase de diagnostic est suffisamment récente dans le temps pour que les éléments recueillis au moment du diagnostic peuvent servir d'état initial, soit si la mise en œuvre du plan de gestion prend plusieurs années après la phase de diagnostic, il faudra refaire une phase d'état initial et là, on pourra mesurer. Alors, on propose quelques métriques, hein. La superficie du substratum affleurant en lit mineur, par exemple, c'est une métrique. Donc, on n'a pas oublié d'en parler, mais encore une fois, on n'a pas pu faire une liste exhaustive parce il y en a beaucoup. On a proposé, notamment avec mes co-rédacteurs, un certain nombre de métriques qui nous paraissent intéressantes, mais il y en a bien plus que celles qui sont décrites dans le tableau du guide. Ça marche. Euh, Julien Dumoutier, est-ce que tu veux prendre la parole? Si tu veux, oui, Evelyne, bonjour. Bonjour. Non, non, mais c'était juste à écouter tout ça. En fait, enfin, moi, je me pose la question savoir si aujourd'hui, il faudrait pas aller déboiser tous les versants pour réenclencher des apports de sédiments. Enfin, ouais, effectivement, ça pose beaucoup de questions parce que on est peut-être une phase de transition liée ou peut-être au changement climatique aussi. Et donc, voilà, on a des cours d'eau qui s'insistent, mais finalement, ils s'insistent parce qu'ils n'ont plus d'apport. Et donc, est-ce qu'il faut intervenir pour absolument les garder en l'état actuel ou est-ce que finalement ce processus est en train de se... Enfin, est-ce que l'équilibre va pas se refaire tout seul au bout d'un moment, quoi? Ouais, alors, il y a deux questions dans ta question. La première, c'est sur le moyen d'action de dévégétaliser les versants. On l'avait inscrit au départ dans les types d'actions possibles pour augmenter les apports solides grossiers. Et finalement, on a mis à la place un encadré en disant que c'était très polémique, ce sujet-là, très compliqué parce qu'il y a des aspects fonciers qui sont très difficiles à contourner, hein, parce que ces versants, bah, ils appartiennent à des gens qui seront plus ou moins d'accord. Il y a aussi des milieux naturels qui peuvent être intéressants. Il y a eu des tests qui ont été réalisés par des équipes scientifiques il y a une quinzaine d'années sur le bassin versant de la Drôme et qui n'ont pas été très probants de dévégétaliser des versants pour réactiver la production primaire. Donc aujourd'hui, on a gardé cette thématique sous la forme d'un encadré, mais bon, ce n'est pas une préconisation que l'on souhaite faire. Même si sur le papier c'est très intéressant, bah oui, on redévégétalise. Si on rentre un peu plus dans le détail, il faut savoir que sur certains bassins, la dévégétalisation, des bassins très productifs en fait, était liée à l'action anthropique. On avait du pâturage partout dans les montagnes, on avait des habitants qui coupaient le bois aussi pour construire des maisons, des chalets et pour le bois de chauffage. Et donc, on peut dire que dans certains bassins, la surabondance de matériaux et par exemple le style en tresse qui était associé était d'origine anthropique et que finalement aujourd'hui, alors sans parler du réchauffement climatique, mais le réchauffement naturel qui a favorisé donc la reprise de la végétation est lié à la déprise agropastorale et à la déprise démographique hein, dans les bassins versants de montagne. Bah, c'est peut-être ça le vrai régime naturel. Et donc le tressage dans ces cours d'eau-là, bah, finalement, ce n'était pas le style de référence naturelle, mais un style lié à l'anthropisation des bassins. Donc ça pose une question philosophique qui était ta deuxième question. C'est est-ce que, par exemple, on doit à tout prix vouloir préserver le tressage sur un cours d'eau alors qu'on sait que naturellement, ça ne devrait pas être le style fluvial, puisque ce style était lié à une surabondance de charge
liées à l'anthropisation. Est-ce que même naturellement, si c'était du tressage naturellement aujourd'hui, il est en déliquescence pour des raisons liées à la végétalisation peut-être naturelle des bassins, etc. Est-ce que ça vaut le coup de mettre sous perfusion pour le conserver? Il y a certains syndicats qui travaillent en ce sens. Ce sont des questions qui sont techniques, mais qui sont philosophiques aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire de notre cours d'eau? Est-ce qu'on veut conserver un tressage ou pas? Ou est-ce qu'on admet qu'on a une métamorphose fluviale en cours et on essaye plutôt de s'adapter à ce qui va être le nouveau style fluvial d'équilibre pour les prochaines décennies? Ce sont des questions là aussi qu'on pourra se poser au cas par cas avec l'ensemble des parties prenantes. Ben, merci. Mais c'est ça. Alors, on a une remarque de Jean-Loïc Douard qui dit que pour la question du déboisement, à mettre en relation sûrement avec d'autres enjeux en concurrence avec la restauration hydromorphologique, effectivement, ce que tu disais, boisement de versants à l'origine d'habitats écologiques d'intérêt, bois énergie, bois matériaux de construction. Voilà. N'hésitez pas Dans le à... guide, on évoque aussi la dévégétalisation des bandes actives comme un des moyens d'action pour restaurer le transit sédimentaire. Là aussi, il faut savoir que c'est un sujet qui est assez polémique en ce moment parce que voilà, est-ce qu'il faut le systématiser? Est-ce que finalement, on ne va pas sacrifier des habitats super intéressants pour des effets morphologiques dont on n'est pas certain du résultat, etc. Donc, même des choses comme ça qu'on a évoquées et dont on a quelques éléments de réflexion dans le guide. Ça rejoint la problématique de l'entretien des bancs alluviaux, de la dévégétalisation. C'est une question qui n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Effectivement. Mais écoute, on n'a plus de questions, en tous les cas, dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole et puis ajouter un commentaire ou... Ouais, donc juste pour info, s'il n'y a pas de questions, donc le guide devrait sortir. On attend les dernières relectures, notamment du comité de bassin, mais je doute que Martial Sadier ait bien le temps de le lire parce qu'il fait quand même 200 pages. Donc le président du comité de bassin. L'idée, c'est que vraiment il soit sorti définitivement au premier trimestre. Mais d'ici là, on peut déjà le diffuser et on le diffuse déjà pour certaines structures GEMAPI qui voudraient l'utiliser dès maintenant. Donc il n'y a pas de souci, on a l'accord de notre hiérarchie pour le diffuser avec la mention projet, mais en gros, il y aura, je pense, pas grand-chose qui va changer dans la version finale. Peut-être simplement, il y aura il a été demandé lors du comité de bassin de vendredi qu'il y ait une première page où on indique qu'un guide stage, un guide technique stage n'est pas prescriptif ni réglementaire, qu'il est juste là en appui méthodologique à la mise en œuvre de préconisations du stage actuel. Donc ça, c'est une page qui sera rajoutée, qui n'est pas dans la version actuelle. Ça marche. Et effectivement, à la suite de cette vision, je vous le transmettrai. Je vous transmettrai ce guide donc en accord avec Jean-René et puis également le document de présentation et puis le lien de rediffusion. Voilà. Eh ben, Jean-René, je te laisse arrêter ton partage d'écran s'il n'y a pas d'autres questions. De mon côté, je vais partager le lien. Voilà, donc cette visio touche maintenant à sa fin. Voilà, donc je vous enverrai tout ça la semaine prochaine. Sur la page là qui vient de s'afficher, vous voyez quelques-uns des prochains événements de l'ARA jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet sur www.ara.org. N'hésitez pas à aller en visionner les programmes, le contenu et puis à participer. Donc, pour conclure, je remercie chaleureusement Jean-René Malavoie qui nous a partagé ses connaissances et son expérience sur ce sujet. Un grand merci aussi à vous, tous les participants. On espère que tous ces éléments vous ont apporté ce que vous attendiez et puis qui vous seront utiles pour la suite. Et enfin, un grand merci aux agences de l'eau, Rhône Méditerranée Corse et puis Loire-Bretagne qui financent cet événement. Voilà, on espère vous retrouver prochainement lors de nos événements ou ailleurs. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à bientôt. Merci à tous.
Au plaisir. À bientôt. Merci. Merci Jean-René. Jean-René, te déconnecte pas. D'accord. On a une dernière question en fait qui est arrivée juste au dernier moment là, quand Evelyne a commencé à partager son écran. C'est Marie Berthelot du CIMAR Val d'Ariège qui voulait la poser. Je te laisse prendre la parole, Marie. D'accord, merci. Oui, bonjour. Je voulais vous demander si dans ce guide, vous avez aussi apporté une réflexion sur la connexion entre l'I mineur et l'I majeur, qui est aussi, je pense, de l'hydromorpho. Nous, dans notre vallée, la vallée de l'Ariège, on a inventorié 180 km d'ouvrages latéraux qui barrent des zones d'expansion de crues, souvent en zone agricole enfin, ou rurale. Donc, on a un programme d'arasement de merlons, mais quand on voit l'ampleur de la tâche, bon, voilà, on ne sait pas si on y arrivera. Mais je voulais savoir du coup si dans ce guide, vous avez évoqué cette problématique-là qui a du coup des répercussions sur les écoulements en crue et aussi sur la recharge des nappes qui peuvent avoir un effet bénéfique en période d'étiage sur nos cours d'eau. Alors non, on n'a pas spécifiquement regardé l'aspect fonctionnalité des zones humides du lit majeur ou des annexes hydrauliques, sauf si elles sont en lien avec des problématiques sédimentaires dans le cours d'eau. S'il s'agit d'ouvrages ou de merlons, de choses comme ça, bon, je dirais c'est presque un autre sujet en soi, hein. C'est la restauration de plaines inondables. Ça ressemble peut-être plus à ce qui peut être préconisé dans le cadre d'un espace de bon fonctionnement. On veut reconnecter un peu mieux le Li mineur avec son Li majeur. Là, on parle de connexion Li mineur, Li majeur, et dans le tableau des sous-objectifs de niveau 2 et des actions associées, on parle bien aussi d'améliorer le fonctionnement des annexes, mais uniquement en lien avec une problématique hydrosédimentaire. D'accord, merci et bonne fin de journée. Merci.